Le passé sombre du Japon n'est pas inconnu du grand public. On sait que ce pays a envahi des territoires pour les administrer, les occuper, voire les coloniser. Mais encore aujourd'hui, le Japon dispose de territoires issus de la colonisation. Dans cette vidéo, on va faire un petit tour de la colonisation japonaise, en particulier celle actuelle, mais on va aussi voir celle du passé. En premier lieu, regardons ce que le Japon a colonisé par le passé. Cette colonisation se divise en 5 catégories: Taïwan, Corée, Mandchourie, le mandat des îles du Pacifique, et une tentative d'occupation de la Chine continentale. Chapitre 1. Taïwan. Le Japon annexe Taïwan suite à la guerre sino-japonaise de 1894-1895, dont il sort victorieux. Il annexe 2 autres territoires suite à cette guerre, les îles Pescadores, qui sont entre Taïwan et la Chine, et la péninsule du Liaodong. En même temps, la Chine perd le contrôle de la Corée. Le Japon abandonne très vite le Liaodong face à la menace russe, mais garde Taïwan et les îles Pescadores voisines. Sur cette île, le Japon va pratiquer la colonisation. En premier lieu, le Japon y déploie son armée et commence à former l'administration. Ensuite, il lance un développement des transports, notamment le chemin de fer. Mais ce n'est qu'à la fin des années 1920, et surtout dans les années 1930, que le Japon tente de faire une assimilation culturelle. Le japonais devient l'unique langue officielle, et c'est la langue de l'éducation. La nipponisation consiste à changer les noms de famille chinois par des noms japonais. Le japonais reste très présent dans l'administration jusqu'en 1945, date à laquelle le Japon perd la colonie, le mandarin reprendra le devant et le japonais disparaîtra petit à petit. On estime que plus de 300 000 colons japonais vivent à Taïwan avant 1945. Chapitre 2. Corée. La Corée devient indépendante de la Chine à partir de 1897. Dès 1905, le Japon en fait un protectorat puis l'annexe en 1910. Pour la Corée, le Japon ira encore plus loin dans la colonisation. Le Japon considère la Corée comme un morceau du Japon et tente d'obliger les Coréens à se nipponiser, soit à porter des noms de famille japonais et à parler le japonais, surtout à partir des années 1930. En 1945, la Corée est libérée du Japon pour être occupée par les Soviétiques et les États-Unis qui formeront chacun de leur côté un nouveau pays. Là aussi, on peut estimer qu'un demi-million de colons japonais vivent en Corée avant 1945, ce qui en fait une petite proportion de la population. Chapitre 3. Mandchourie. Suite à la guerre russo-japonaise de 1904-1905, le Japon obtient une concession économique en Mandchourie du Sud, là où la Russie avait déjà des concessions. Mais le territoire reste chinois. Un chemin de fer est construit dès 1906. Suite à un incident sur la ligne en 1931, le Japon décide d'envahir la Mandchourie. Cet incident était une excuse, sûrement complotée par le Japon. Suite à cette invasion, un nouveau pays est créé, le Manchukuo, un état fantoche à la solde du Japon. Le Japon avait un véritable projet de peuplement de la région, contrairement à Taïwan et la Corée qui étaient déjà des territoires très peuplés. La Mandchourie prodiguait de nombreux espaces pour accueillir des paysans. Environ 200 000 ou 300 000 colons japonais sont partis vivre en Mandchourie sur le peu de vie de cet état fantoche. Chapitre 4. Mandat des îles du Pacifique. Après la Première Guerre mondiale, toutes les colonies allemandes sont données à des pays vainqueurs. Le Japon, ayant participé à la guerre contre les Allemands dans le Pacifique, a la possibilité de récupérer les colonies allemandes dans cette région. Le Japon récupère aussi Qingdao, qui était allemande, mais la rend à la Chine en 1922. Les îles du Pacifique comprennent plusieurs territoires: îles Mariannes du Nord, Micronésie, Palaos et îles Marshall. Dans les Mariannes du Nord et Micronésie, le Japon envoie quelques milliers de colons pour l'administration. Mais il n'a pas le droit d'annexer le territoire qui est considéré comme un mandat pour la Société des Nations. En quelques années, la majorité de la population de certaines îles est japonaise. Le Japon y construit infrastructures et garnisons militaires. Après la Seconde Guerre mondiale, toutes ces îles ont été occupées par les États-Unis, qui en ont fait des colonies. Certaines sont devenues des États indépendants, toujours sous influence états-unienne. Chapitre 5. Invasion de la Chine continentale. Après la révolte des Boxers en 1899-1901, le Japon et des pays occidentaux sont amenés à être autorisés à placer des garnisons militaires sur le territoire chinois pour protéger leurs concessions. La Chine était en partie occupée par des concessions étrangères, dont japonaises. Suite à un incident avec une garnison, le Japon décide d'envahir la Chine en 1937. Cette invasion s'inscrit dans une guerre qui va se perpétuer avec la Seconde Guerre mondiale. On ne peut pas vraiment parler de colonisation car le territoire sera sans arrêt en guerre sans se maintenir. Chapitre 6. Karafuto. La moitié de l'île Sakhaline a été annexée par le Japon en 1905 suite à la guerre russo-japonaise. Cette île Sakhaline était déjà une colonie russe mais peu peuplée. Les Japonais vont donc envoyer des colons sur l'île. On estime que 400 000 colons sont arrivés sur l'île en quelques décennies, nombre qu'ils étaient en 1945. Ils sont tous partis après la Seconde Guerre mondiale et l'URSS a récupéré le reste de l'île. Aujourd'hui, l'île a été repeuplée par des Russes. La capitale actuelle de Sakhaline, Yuzhno-Sakhalinsk, a été fondée par les Japonais sous le nom de Toyohara en 1905. En réalité, il y avait déjà une ville russe avant,
c'est Vladimirovska, un bagne fondé en 1882. Mais avant les colons russes ou japonais, il y avait des autochtones sur place, ce sont les Aïnous, qui vivaient surtout dans le sud de l'île. Chapitre 7, île Kouril. Eh bien voilà des îles avec un contentieux. Les îles Kouril sont à cheval sur deux pays, le Japon et la Russie. En réalité, deux principales îles sont japonaises et les autres russes. Les deux îles japonaises sont Kunashir et Iturup. C'est en 1855 que les deux pays colonisateurs se sont répartis les îles. Sauf qu'en 1945, suite à la Seconde Guerre mondiale, l'URSS a annexé toutes les îles Kouril. Depuis cette date, le Japon revendique les deux îles qu'elle considère comme n'étant pas intégrées dans le pacte d'annexion post-1945, contrairement à Sakhaline. Du coup, du haut de leurs quelques milliers d'habitants, elles sont russes. Très bien, on a vu un petit peu les anciennes colonies, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet avec les actuelles colonies japonaises. Elles sont toutes pleinement intégrées dans la nation japonaise, mais il ne faut pas oublier que ces territoires ont été conquis lors d'expansions coloniales. Chapitre 8, Archipel Ogasawara. L'archipel Ogasawara est un archipel du Pacifique colonisé par le Japon à partir de 1875. Du moins, c'est la date où le Japon a affirmé posséder ces îles, qui étaient inhabitées avant la colonisation. Cette réclamation coïncide avec l'intérêt des Britanniques et États-Uniens dans la région. Aujourd'hui, l'archipel compte presque 3000 habitants, tous descendants de colons japonais. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont occupé les îles pour les restituer au Japon. L'île de Iwo Jima est désormais une base militaire japonaise. Au sein de l'archipel, on trouve aussi l'atoll de Okino Torishima. C'est théoriquement le point le plus au sud du Japon. Officiellement, cet atoll appartient au Japon et aucun autre pays ne le revendique. Mais pour la Chine, cet atoll n'est qu'un petit rocher et ne devrait pas posséder de zone économique exclusive. Le Japon a besoin de l'atoll justement pour la ZEE, il n'y a aucun habitant sur l'île. On trouve l'île de Minamitori-shima, le point le plus à l'est du Japon. Lui aussi, il permet au Japon de posséder une grande ZEE. Il n'y a aucun habitant régulier sur l'île, juste le personnel de la base météo. Chapitre 9, île Ryukyu. Les îles Ryukyu sont l'archipel qui sont dans la continuité du Japon et qui vont jusqu'à Taïwan. Dans cet archipel, au nord, on trouve les îles Osumi, qui sont peuplées par les Japonais depuis très longtemps, soit plusieurs millénaires. On ne peut pas vraiment parler de colonisation, elles ont été intégrées au Japon au XIXe siècle. Vu qu'elles étaient déjà peuplées par des Japonais, l'intégration était simple. Ensuite, nous avons les îles Amami et plus au sud, Okinawa. Ces îles ont été peuplées il y a plusieurs milliers d'années mais sont restées isolées. Plusieurs royaumes s'y développent pour ensuite s'unifier en 1429. C'est le royaume de Ryukyu. Ce petit royaume insulaire va se tourner vers la Chine pour le commerce. Mais en 1609, le clan Satsuma, originaire du Japon, envahit l'archipel pour le mettre sous influence japonaise. Le petit royaume a donc une double influence, Chine et Japon. En 1872, le Japon met en place le domaine de Ryukyu, pour avoir l'influence exclusive sur le royaume. En 1879, le royaume disparaît et devient une colonie du Japon. C'est la première colonie japonaise. Le royaume est aboli, le roi est exilé. L'administration devient japonaise. La langue japonaise est imposée, la langue parlée par les autochtones est le Ryukyu, qui est une langue cousine du japonais. Cette langue est bannie par le gouvernement japonais. Dans les villes, des colons japonais viennent s'y installer, mais dans les campagnes, il n'y a que les autochtones. Ces autochtones vont être assimilés aux japonais au fil des décennies, d'autres vont partir pour rejoindre le Japon métropolitain. Okinawa, qui était l'île où se trouvait la capitale du royaume Ryukyu, est aujourd'hui l'île la plus peuplée. En fait, on peut dire que presque la totalité des habitants vivent sur cette unique île qui compte 1,4 million d'habitants. Les villes sur l'île forment une agglomération millionnaire insulaire, aujourd'hui complètement intégrée à la population japonaise. Intégrée, mais ça reste le territoire le plus pauvre du Japon. De plus, après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont occupé l'île et ne l'ont rendue qu'en 1972, très tardivement. Le Japon a investi beaucoup d'argent contre l'isolement du territoire, contre la pauvreté et en faveur du tourisme et de sa position militaire. On y trouve aussi la base aérienne de Kadena, qui appartient aux États-Unis. L'île est bien modernisée. Par exemple, elle dispose d'une autoroute qui relie l'agglomération jusqu'à la ville de Nago. Ces tronçons ont été terminés au milieu des années 1990. À cela s'ajoute un maillage routier très dense dans l'agglomération. La ville de Naha dispose même d'un monorail depuis 2003, mais pas de train bien évidemment, c'est une petite île. Chapitre 10, Hokkaido. Ah, Hokkaido. On peut parfois oublier que l'île d'Hokkaido, qui fait partie des 4 grandes îles japonaises, n'est pas une île historiquement japonaise. Cette île est à l'origine peuplée par les autochtones du peuple Ainu. Au XVIIe siècle, le Japon commence à installer quelques comptoirs sur Hokkaido. Mais le Japon est peu intéressé par cette île au nord, vaste et froide. C'est au XIXe siècle, avec les agissements coloniaux de la Russie en Sibérie, que le Japon commence à s'inquiéter d'une présence russe dans la région. C'est ainsi que le gouvernement japonais met en place le bureau de colonisation de Hokkaido en 1869.
Cependant, dès 1855, Hokkaido était reconnu comme une île japonaise avec l'accord d'amitié avec la Russie. Le lieu-dit de Hakodate va devenir la porte d'entrée pour la colonisation de cette région. Mais le gouvernement considéra que le lieu-dit de Sapporo sera plus pratique pour devenir une capitale. Dès les années 1870, Sapporo commence à attirer les premiers colons et en 1920, elle atteint les 100 000 habitants. Puis sa population double en quelques années. C'est assez incroyable l'explosion démographique qu'a connue Sapporo. Il n'y avait rien en 1870, ou presque rien, et quelques décennies plus tard, c'est une des plus grandes villes du Japon. Elle dépasse le million d'habitants en 1970, et aujourd'hui, elle est à presque 2 millions. Mais comment une telle ville a-t-elle pu voir le jour en si peu de temps? Dans les années 1870, le Japon met en place une vraie planification de colonisation avec comme priorité le peuplement de Sapporo. Par exemple, on a d'abord installé une brasserie car le climat froid de Sapporo pouvait être utile. Ensuite, on a ouvert l'école d'agriculture de Sapporo en 1876 pour développer l'agriculture dans la région. Sapporo étant sur une plaine, à la même époque, le Japon met en place le système Tondennei, soit la colonisation militaire. On donne des terrains agricoles à des militaires pour qu'ils développent la région et la protègent en même temps. En même temps, la ville commence à être quadrillée avec l'aide du savoir-faire des États-Unis. Et on le voit encore aujourd'hui, il n'y a rien de tortueux à Sapporo. Au début des années 1880 est construite la ligne de chemin de fer entre Hakodate et Sapporo. Le train ramène des ouvriers pour les mines, car oui, Hokkaido devient une réserve minière. Mais en même temps, le peuple autochtone des Aïno est marginalisé. Sa population baisse et les survivants sont assimilés. Ils sont nipponisés. Leur langue disparaît petit à petit. Après la Seconde Guerre mondiale, le développement continue avec l'agence de développement d'Hokkaido, dont le but est de développer Hokkaido. Sapporo continue d'attirer des populations rurales provenant de Honshu, surtout du nord. De manière générale, la plupart des colons proviennent du nord de Honshu. Le début des années 1970 est un grand pas en avant pour Sapporo. La ville dépasse le million d'habitants et son métro est inauguré en 1971, ce qui permet le début de la création de la ville souterraine avec un centre commercial. Le climat est rude à Sapporo. Cette année est aussi le début des travaux du tunnel ferroviaire qui doit relier Honshu à Hokkaido. La ligne ne sera inaugurée qu'en 1988. Quelques mois après, en 1972, Sapporo accueille les Jeux Olympiques d'hiver. Bref, Sapporo et ses 2 millions d'habitants est une ville coloniale qui s'est développée en seulement quelques décennies et qui n'a rien à envier aux villes champignons de la Sibérie. Vu que Hokkaido est situé à proximité du reste du Japon, on oublie que c'est un territoire colonisé récemment. On a l'impression que c'est une continuité du Japon métropolitain. Mais il suffit de voir le quadrillage pour s'en rendre compte. Comme par exemple, ici la petite ville de Nakashibetsu, la ville est construite à partir de différents carrés, et même les zones agricoles sont carrées. Tout est carré, tout est neuf, tout est sauvage. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu ou abonnez-vous, et à la prochaine!